Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, Gauthier Schreiner, je suis directeur des projets et services utilisateurs au sein du Health Hub, donc qui est l'équipe qui est chargée d'accompagner opérationnellement les projets à la fois sur la partie réglementaire et sur la partie technique. Donc Health Hub ou autrement plateforme des données de santé. Donc, je vais dire d'abord plateforme des données de santé avant Health Hub maintenant. Alors, si j'arrive à aller sur la suite, une première diapositive très générique, hein, mais c'est la seule qui sera assez générique pour parler de la création de la plateforme des données de santé. Donc, on a été créé il y a 6 ans maintenant. On a 3 missions principales. Une mission que vous connaissez qui est issue de notre ancêtre, qui est l'Institut national des données de santé, qui est le rôle de secrétariat du CESRES notamment. Donc, si vous êtes passé par une RNIPH un jour, vous avez dû passer par les mains en fait d'équipe de la PDS. Le sujet de l'entrepôt de données, incluant la base principale du SNDS, effectivement, qui est une de nos autres missions, puisque la stratégie globale, c'est de faciliter l'accès à ces données. Et donc, le sujet d'avoir des données qui sont avec des conditions d'accès qui sont entendues avec les responsables de données est un sujet pour pouvoir accélérer cet accès. Et ce sujet de la plateforme sécurisée à l'état de l'art, sur lequel je reviendrai, qui est un peu le sujet de la session d'aujourd'hui, qui était une des missions. Effectivement, on a été créé aussi au ce moment où il y avait tous ces rapports au niveau national sur la stratégie en termes d'intelligence artificielle. Sur la partie projet, donc j'aime bien parler des chiffres pour dire qu'on n'essaie pas, je vous présente pas quelque chose qui est sur diapositive, c'est quelque chose qui est éprouvé depuis. Aujourd'hui, on a à peu près 250 projets au sein du portefeuille, donc 180 qui vont utiliser la plateforme. Il y en a à peu près une soixantaine qui tournent sur la plateforme. Le reste, ils sont soit en démarche réglementaire, soit en partie préparation de données. Il y en a une soixantaine aussi qui soit mobilisent des outils d'intelligence artificielle dans le cadre de leur projet pour analyser les données, soit qui ont pour but et finalité de produire un modèle qui ensuite va être exporté et utilisable dans les soins courants. Donc ça, c'est sur la plateforme. Alors, sur les outils disponibles sur la plateforme, donc vous allez avoir du Python et du R exploitables dans les outils Jupyter Hub et RStudio. Sur les kernels de Python et de R, alors ça va jusqu'à 3.10 et 4.2 aujourd'hui, mais je crois que d'ici quelques semaines, on aura des versions plus récentes. Comme je dis, les environnements, c'est Jupyter Hub ou Jupyter Lab si vous travaillez seul et RStudio. Des outils pour stocker et traiter des grands volumes de données. Donc, on les a évoqués dans les précédentes présentations. Effectivement, on transforme les données de CSV à Parquet pour que ce soit moins gourmand en termes de ressources. Spark et Hive qui permettent de traiter des grosses volumétries de données. Et PostgreSQL, j'y reviens tout à l'heure, qui est plutôt sur des petites volumétries de données. Superset pour la visualisation de données, mais vous avez aussi tout un tas de packages Python qui existent pour visualiser ces données. Gitty, qui est l'outil qu'on utilise pour accéder à des Gits, et des outils métiers spécifiques. Donc, Cytomine, c'est plutôt pour travailler sur de l'image à plat, typiquement des coupes d'anatomocytopathologie. Hortank et HUF c'est que si vous travaillez sur des DICOM. Et NumMain et PSN, ça c'est plutôt des demandes qui nous ont été demandées, de pharmacocinétique qui nous ont été demandées pour des projets spécifiques. Voilà, on continue d'intégrer potentiellement des outils au fur et à mesure, mais il y a des sujets effectivement derrière de gestion et de maintenance. Et c'est pour ça que la feuille de route, on essaie d'avoir une attention particulière à la réutilisation de ces outils. On ne va pas intégrer des outils très spécifiques à un projet, mais un outil qui peut être utilisé par plusieurs projets. Là, ça va être effectivement réfléchi. Sur la partie paquet, donc on a un peu le même système effectivement que le CSD sur l'accès avec Crâne et Pipey. La seule différence, c'est qu'on ne copie pas tout d'un coup. En fait, il y a un gestionnaire de paquets et sur ce gestionnaire de paquets, vous avez en tant qu'utilisateur la possibilité de faire un pip install pour essayer d'appeler le paquet sur Pipey ou Crâne. Et ce qu'on va regarder, c'est le score de vulnérabilité, le CVE. Et s'il est inférieur à 7, là, il pourra passer. S'il y a un score de vulnérabilité supérieur, va y avoir, là, ça passe par manuellement, va y avoir une analyse par des analystes de sécurité informatique qui vont regarder si c'est quelque chose qui est important. Si c'est pas important, en fait, on va ajouter ce paquet dans une liste blanche et derrière, vous pourrez l'importer. Donc, si tout se passe bien sur le paquet, bah, c'est vous en autonomie tout seul. S'il y a des CVE plus importantes, là, bah, ça peut prendre quelques jours le temps qu'on analyse le package et qu'on le mette euh,
qu'on le mette dans l'outil. Sachant que, par contre, ça, c'est effectivement, c'est qu'on se base sur des sources de confiance. Et là, si vous êtes sur des packages qui sont, entre guillemets, maison, là, ça passe par des procédures classiques d'import avec des contrôles qui sont plus manuels, effectivement, de ces packages. Ensuite, ce package manager, il va aussi travailler avec Hugging Face. Donc, vous avez la possibilité d'importer en fait les modèles Hugging Face sur le même modèle, enfin sur la même façon que sur les gestionnaires de paquets en autonomie, sans qu'il y ait besoin d'avoir un opérateur de la plateforme qui vous aide sur ce sujet. Et enfin, sur la partie synchro de code, on est en phase de test donc pour la synchro entre un Git interne au sein de la plateforme et un Git externe, notamment donc si vous voulez faire de la synchronisation de code entre et récupérer le code plus rapidement de ce que vous avez développé sur la plateforme, avec bien sûr des contrôles de sécurité pour vérifier que dans le code ou dans les éléments, il n'y ait pas de données personnelles qui passent avec. Et si ça passe pas les filtres de sécurité, soit il faut nettoyer le code, soit passer par des contrôles plus manuels. Et donc ça, c'est en phase de test et normalement, ce trimestre, ça devrait être possible d'être mis en œuvre. Et sinon, traditionnellement, ça passe par des sas d'import-export avec des contrôles qui sont manuels. L'accès à la plateforme se fait par une authentification double facteur, donc par un login mot de passe et par un OTP que vous avez sur votre, généralement soit via votre poste de travail, soit via un téléphone portable, et qui vous permet d'accéder à distance depuis votre PC aux outils, à votre bulle sécurisée, de la même façon que d'autres acteurs. Si on parle maintenant de la partie machine, donc faut différencier effectivement les capacités qui sont liées à la machine qu'on va allouer à votre bulle sécurisée, qui est une chose. Donc là, ça peut aller de 2 à 64 CPU, de 16 à 512 gigabits de RAM ou de 1 à 4 GPU. Donc ça, c'est vraiment ce qui est affecté à votre machine. La partie stockage, on est sur une technologie de stockage objet, donc il n'y a pas de limitation. C'est pas lié à votre machine, en fait, à la capacité de votre machine ou votre disque sur votre machine. C'est à côté. Et il y a la possibilité avec Spark, et j'y reviendrai un peu tout à l'heure, effectivement, d'augmenter en fait ses capacités à un instant T, sans intervention que ce soit de notre côté. Et donc là, c'est un exemple, par exemple, sur Hugo Share, qui était un projet multicentrique du GCS Hugo, où on avait une machine initiale qui est à 16 cœurs, et à un instant T, il pouvait monter jusqu'à, alors le record qu'ils avaient fait, c'était 512 cœurs, mais en termes de scaling, on pense qu'on pourrait arriver à 248 cœurs assez facilement. Enfin, il n'y aura pas de limitation, là, c'est vraiment en fonction de qu'est-ce que demande votre traitement et qu'est-ce que demande votre outil. Sur la partie GPU, effectivement, donc là, on a parlé de modèles d'intelligence artificielle. Souvent, ils sont conçus pour fonctionner avec des machines GPU. Donc, on va mettre 4 types de... Alors, on a accès à l'intégralité, entre guillemets, des capacités en fait, du clouder sur lequel on travaille. Mais en général, sur les machines type pré-autorisées, on a 4 types de machines que vous avez ici, donc adaptées en fait sur des petits prototypages de deep learning, des entraînements standards, quand vous êtes sur des gros datasets, des batch size élevés, ou des entraînements distribués multiples GPU. Par exemple, on a un cas là sur l'entraînement sur des données IRM, effectivement, où il y a plusieurs étudiants qui travaillent en même temps sur un même espace projet. Et la question, c'est avec Jupyter Hub, la capacité à chacun travailler sur une GPU, en fait, d'avoir une machine à 4 GPU et de pouvoir travailler en parallèle sans se marcher sur les pieds. Et effectivement, ces machines GPU permettent des performances de 20 à 40%, à 40 fois plus importantes sur des cas d'usage compatibles type PyTorch, TensorFlow, du NLP, de la vision de l'inférence. Par contre, sur des traitements CPU type Panda, SQL ou script classique, vous n'allez avoir pas forcément de gain là-dessus. Et donc, de toute façon, on verra, il faut mieux rester sur des machines CPU, puisque aussi, c'est en termes de coût économique, c'est ce qu'il y a de plus moins cher. Donc, pour finir, je crois sur mes 3 dernières diapositives, donc effectivement, sur les sujets, les problématiques qu'on rencontre, notamment sur les projets qu'on a, c'est aussi le sujet de l'usage.
Vous allez avoir effectivement sur du traitement local. Donc là, vous allez travailler uniquement avec du Python et R sur votre machine qui est allouée à l'espace. Bah, c'est plus adapté pour des traitements de petits volumes de données. Vous êtes limité par la mémoire de la machine. Vous avez une seule machine virtuelle qui va travailler. Toute l'analyse utilise la RAM et la CPU de cette machine. Donc là, on est plutôt sur des analyses exploratoires, sur des petits volumes de données. Et justement, Spark permet d'aller un peu plus loin via des traitements sur cluster, où vous allez pouvoir analyser des très grands volumes de données de plusieurs terras. La mémoire, en fait, elle va utiliser, enfin les mémoires et les CPU, en fait, on va utiliser et additionner ces éléments de plusieurs machines. Et donc, c'est plus adapté, notamment si vous êtes sur des grandes volumétries de données derrière. Notamment, alors là, c'est un exemple de. Nous, on a travaillé notamment sous le cadre des projets européens sur l'homogénéisation de la base principale du SNDS. Donc, on avait commencé initialement dans le cadre du réseau EDEN sur des petites volumétries, on va dire, c'était des échantillons de 3 millions de personnes du SNDS. Et donc, on avait initialement travaillé, je pense, sur des traitements, enfin, avec les outils et adaptés à ces volumétries-là. Et après, on a dû plus tard, dans le cadre de projets, travailler sur des batchs plutôt plus importants. Je crois que c'était le projet coagulopathie dans le cadre de l'espace urbain des données de santé. On était sur 13 millions de patients. Et là, vous voyez un peu la différence sur un traitement classique. On était sur des traitements séquentiels sur 600 000 patients et on attendait 5 jours de temps de traitement. Et avec Hive et Spark, on avait la capacité derrière à paralléliser et en 1 heure de traitement à avoir le même résultat que ce qui était attendu sur les 600 000 patients en 5 jours. Donc, ce qui est assez important. Et c'est aussi, nous, maintenant, ces techno Spark qu'on utilise dans le cadre de nos contrôles de données, de nos vérifications en import et en ingestion, justement pour s'assurer pour améliorer les temps de traitement. Et sur les formats de données, dernier point, aujourd'hui, donc CSV, donc données tabulaires, alors format structuré ou format texte libre. On vous les met à disposition en parquet. On peut aussi ingérer du DICOM, des fichiers JSON et des fichiers images. Et on a quelques projets peut-être là sur le sujet des données vocales, mais il y a des sujets de qualification du caractère pseudonyme des données vocales sur lesquels on doit encore travailler. Mais voilà, donc les deux éléments de conclusion, effectivement, ce que je voulais noter, c'est effectivement que le sujet sur ces modèles, ce ne sera pas forcément qui est la machine la plus grosse, c'est aussi des sujets d'architecture et de comment vous allez utiliser en fait ces outils-là. Nous, on a parfois des projets qui arrivent même sur des petites volumétries de données à saturer leur espace ou à saturer parce que en termes de nettoyage, en termes de bonnes pratiques, il y a des choses qui sont pas utilisées en termes de techno aussi. On n'utilise pas forcément les bonnes technos pour les bons volumes de données. Et le deuxième point que je voulais noter aussi, c'est on l'a peut-être pas encore en visibilité, mais nous, en tant que justement, gestionnaire de bulles sécurisées, on doit s'assurer que tout ce qui sort des outils enfin tout ce qui sort des bulles sécurisées est anonyme. Donc, on sait bien le faire aujourd'hui sur les données tabulaires, sur des données des résultats, effectivement, des contrôles. C'est pas encore bien fait, je pense, sur les modèles. Et il y aura peut-être des sujets aussi derrière, dans la façon dont vous allez construire vos modèles et vos entraînements, de travailler sur des sujets de privacy by design pour s'assurer effectivement que le modèle derrière soit exportable, anonyme et qu'il n'ait pas la capacité à recracher et à régurgiter des données en fait réelles. Voilà pour le LSATA. Bah, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Et ma question est un peu sur un développement expérimental. Vous avez parlé d'utiliser des GPU pour traiter ces données en utilisant un modèle. Mais récemment, il y a un type de processeurs qui est développé qui sont appelés les TPU, qui sont spécifiques pour l'IA. Pensez-vous que dans des expériences futures, vous pourriez utiliser ce type de processeur pour traiter les données En fait,
Alors, c'est vrai que je dis GPU, mais en fait, naturellement, en fait, aujourd'hui, on met des TPU, mais on n'explique pas forcément la différence aux utilisateurs finaux. Donc, nous, on met généralement des TPU. Après, il y a des, et ça dépend de s'il y a des demandes spécifiques, ça, faut le voir avec le CTO, effectivement, là-dessus. Mais Je ne me trompe pas, TPU, c'est pour Transformer Processor Unit, c'est ça? bon, je crois que c'est les sujets, je crois que c'est Google qui les a développés. Alors. TPU, c'est Graphical Processor Unit. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, je sais on a switché, avant, on mettait des GPU, mais aujourd'hui, on met des TPU parce qu'en termes de coût aussi, la majorité des traitements que vous faites en MLDL, en fait, sont très bien avec des TPU et ça coûte, en termes d'usage, beaucoup moins cher que ces GPU. Bon, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, en fait, c'est deux questions. Donc, la première, c'est comment ça se passe pour un projet européen si on veut impliquer les HDH? Est-ce qu'il faut les budgétiser? Et comment ça se passe s'il y a des partenaires internationaux qui veulent aussi profiter de l'HDH ou c'est uniquement pour les données françaises que veut l'utiliser? Voilà. Alors, effectivement, alors sur le sujet du modèle économique du LZA, de la PDS, effectivement, nous, comme la CNAM, en fait, on met à disposition nos services gratuitement à l'écosystème. On est financé pour ça, justement, de ce GIG d'aider la recherche. Sur les projets européens, ça va dépendre effectivement. Généralement, sur des projets européens, on peut potentiellement demander, s'il y a des coûts qui sont remboursables, demander des financements. Je sais qu'historiquement, on les demandait pas forcément. Aujourd'hui, je sais pas, ça dépendra de la direction ou des sujets, mais ça dépend. Sur les projets français et les calls nationaux français, là, il n'y a pas de sujet. Généralement, il n'y a pas besoin de demande. Et sur les projets européens, ça, c'est, on va dire, en fonction du cas et de la capacité, est-ce qu'il y a de la place, entre guillemets. Et on a des projets, effectivement. Là, on va avoir le premier projet avec le MIT, notamment sur l'accès des données françaises. Donc là, bon, on sait pas. Donc, il y a pas, comme c'est un projet POC, il n'y a pas de demande de financement. Après, dans le cadre de l'espace européen des données de santé, peut-être que ça changera. Alors, je vais justement enchaîner sur cette question du modèle économique parce que on peut imaginer que normalement, avec si il y a une démultiplication des utilisateurs et qu'à un moment donné, le coût soutenable par le SDH pose un vrai sujet. Donc, soit faire payer les utilisateurs, soit commencer à mettre des règles peut-être vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, une façon de compter en fait les ressources utilisées par l'utilisateur en se mettant d'accord au départ, je sais pas, en leur donnant, même si c'est gratuit, un nombre de crédits qu'ils pourraient utiliser sur une durée donnée. Ou l'autre question sous-jacente, c'est comment vous veillez à ce que les GPU soient utilisés vraiment au maximum, parce qu'on sait que les laisser dormir, c'est un peu dommage vu que la ressource est rare. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a une réflexion un peu modèle économique autour de ça? Sur l'aspect, on va dire ressources, je pense que c'est dans le cadre de l'espace européen de santé, ce sera surtout le sujet des industriels ou des secteurs privés qui voudra accéder à la donnée. L'idée, c'est quand même que sur les chercheurs publics, en fait, on reste sur un modèle de gratuité. Et après, sur le sujet des coûts, effectivement, il y a des gros chantiers effectivement qui sont portés par notre CTO de mesures d'efficience, notamment qu'on a déjà mis en œuvre en fait pour réduire les coûts en fonction, par exemple, on est passé avant on avait GitLab, je crois que c'est GitLab, on est passé à Gitee parce que GitLab nous demandait d'avoir un service particulier chez Cloudflare. Et donc, on a abandonné GitLab pour passer sur Gitee, qui était open source, qui ne nous demandait pas de service, qui nous faisait des économies. Et effectivement, sur la partie GPU, on essaye toujours de voir effectivement avec l'utilisateur, pourquoi as-tu besoin de la GPU, pendant combien, est-ce que ça te va si on s'accorde sur, pour l'instant, on te met 2 semaines, et si au bout de 2 semaines, on se dit qu'on voit pas d'usage, etc. Nous aussi, on contrôle, on va mettre en place des alertes pour regarder les utilisations des ressources, puisqu'on a des graphes d'utilisation des ressources, et si on voit qu'un projet n'utilise pas ses capacités de machine, on pourra réduire sa machine.
Et après, il y a des questions plus tard, mais qu'on ne sait pas encore mettre en œuvre, c'est de dire, bah, un chercheur part en vacances 2 semaines, bah, peut-être qu'on va on va couper la machine pendant 2 semaines, pendant qu'il est en vacances. Mais ça demande beaucoup de gestion, donc on ne sait pas encore à faire, mais voilà. Il y a, oui, effectivement, pas mal de réflexions sur les économies derrière et comment on arrive à la soutenabilité du modèle. Il y a une question en ligne. Alors moi, j'en ai une dernière. On n'a pas du tout parlé d'impact carbone. Hein. On n'a fait que l'IA, là, depuis 2 heures. Est-ce qu'il y a un petit sujet qui est pris en compte quelque part? D'ailleurs, c'est une question un peu à la cantonade, hein, je peux poser au CNV tout autant. Comment vous intégrez ce sujet? Ouais, honnêtement, je ne vais pas avoir de réponse. Je ne connais pas la stratégie RSE. Je pense que Faudrait, on est d'accord. Non? possible, c'est des sujets effectivement de santé versus environnement. T'as une réponse là-dessus? Bah, vous l'avez vu, non? Nous, Ah, tu l'as dit, alors je l'ai raté. non, les data centers étaient à la campagne, on plante des arbres. Tu chauffes On avec plante les- des arbres. Hein. Non, mais effectivement, on est tenu de toute façon de tenir en compte de l'impact environnemental dans notre politique de la qualité et sécurité. Oui, bah, ah, Ouais. Sujet. Non, mais, enfin, je le traduirais différemment. Je pense que les utilisateurs, ce serait bien de leur signifier peut-être des indicateurs de consommation à minima. C'est un début, c'est de savoir ce qu'on fait. Quoi. Mais en effet, c'est une minima. Ah bon, une petite remarque sur ce que vous avez dit pour le coup, le cas climatique. Non, c'est juste que, ben, on voit bien aux États-Unis avec les data centers qu'ils construisent, ils commencent un peu à manquer d'énergie à tel point qu'ils remettent en marche des vieilles centrales. Ouais. Donc, ou encore, ils sont en train de des projets de mini-réacteurs nucléaires pour alimenter les centres de données. C'est des coups du bois pour un Ok, bon, ben merci.